Bonjour et bienvenue au comptoir de Calcio Espresso, le podcast qui torréfie le football de l'autre côté des Alpes. Je suis Valentina Clemente depuis Pérouse et je salue mon confrère et ami Cédric Canal à Milan. Bonjour Cédric. Bonjour Valentina, bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, nous parlons d'un mariage qui a surpris tout le monde, le Special One et la Roma. Personne ne l'avait vu venir, enfin presque personne. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Et oui, notre première invitée pourra nous décrypter tout cela, car je suis bien heureuse de retrouver Roberto Infascelli, journaliste italien chez Teleradio Stereo, radio axée sur l'actualité de la AS Roma et qui était avec nous en début de saison pour nous expliquer l'ambiance et l'histoire cachée du quotidien des supporters de la Roma. Bonjour Roberto. Bonjour Valentina, bonjour Cédric, bonjour à tout le monde. Et parce que la Roma passionne au-delà de la Città Eterna et même de la botte, nous avons le plaisir d'accueillir Stefano Di, créateur du site amoroma.fr, site francophone de référence pour suivre l'actualité des giallorossi. Salut Stéphane. Bonjour Cédric, bonjour à tout le monde. Merci pour l'invitation, c'est un plaisir. Ciao Stéphane. Ciao. Et puis, on aura une intervention spéciale, Cédric, parce qu'il devait être avec nous aujourd'hui, mais il a un petit souci, donc on va l'accueillir en différé. Je te laisse présenter. Effectivement, Stéphane le connaît bien. On aura Romain Rabal, qui est graphiste et qui anime sur YouTube des contenus autour de la Roma, sur amoroma.fr, notamment des après-matchs, vraiment à sa façon. On va dire avec beaucoup de bonne humeur, même lorsque les résultats ne sont pas là, il sait faire passer la pilule. Donc, allez le voir sur YouTube, ses contenus. Romain qui nous fera un petit coucou en cours d'émission. On va rentrer dans les vifs du sujet et voilà, c'est presque bizarre de parler de ce mariage, mais avant d'aller dans l'analyse du profil technique de Mourinho, j'aimerais demander à Roberto s'il peut raconter comment toute cette histoire s'est déroulée, car au moins pour ce que j'ai lu, au mois d'avril, sa radio a prononcé pour la première fois les noms de Mourinho sur les bancs de la Rome avec son collègue Augusto Ciardi. Ouais, alors nous on a eu le privilège de l'annoncer en direct parce qu'il a eu l'annonce pendant ma transmission, c'est de 14h à 17h. Mais au-delà de ça, et c'était plus ou moins la moitié d'avril, il y avait la sensation qu'il y était des contacts particuliers, quoi, parce qu'il y a eu des voyages à Londres depuis Thiago Pinto, mais on ne savait pas le nom, quoi. Mais Augusto, qui a un contact direct, Augusto Ciardi, qui à l'époque faisait la transmission avec moi, a un contact direct avec José Mourinho. Et c'est très particulier ça, parce qu'il n'a jamais parlé de pouvoir entraîner la Rome. Et simplement, depuis des années, il lui envoie des messages, quoi, et José lui répond, mais c'était des choses, vous savez, quoi, avec des cœurs, allez mister, on t'aime bien. Et voilà, et plus ou moins à cette période-là, Augusto lui écrit, José, mais pourquoi tu ne viens pas à l'Est Roma? Mais c'était une blague, quoi, c'était rien de vrai. J'arrive à la radio. Juste comme ça pour, comment dire, pour animer l'histoire. Ouais, parce que... Pour les titiller. Parce que c'est très compliqué avec les Friedkin d'avoir des news, quoi. Mais on ne pensait pas qu'il y avait quelque chose à découvrir du côté de Mourinho. J'arrive à la radio. Augusto, il sort, il avait les yeux qui sortaient du visage et il me fait « Roberto, lis ça ». Je prends son téléphone et il avait demandé à Mourinho cette chose, quoi, de venir entraîner la Rome. Et Mourinho lui a répondu « Mais regarde que ce n'est pas impossible, quoi. Parce que moi, je veux démontrer que je ne suis plus l'entraîneur de Tottenham, de Chelsea, de Real Madrid. Moi, je veux retourner à faire ce que je faisais au Porto. Je veux démontrer que moi, je suis un vrai entraîneur, que je peux travailler avec des joueurs, je peux faire le 4-3-3, que je ne veux plus gérer seulement des champions. Et il fait même une blague, quoi. Il écrit à Augusto, même le Bellinzona, s'il a un bon projet, je pourrais choisir d'aller l'entraîner. Donc, mais on n'y croyait pas. On pensait que c'était une boutade. Auguste, il a toujours cru dans la possibilité. Moi, non, c'est évident. Et on était en direct et il y a un ami qui me tourne l'annonce de l'AS Roma sur Twitter. L'AS Roma annonce qu'on a pris José Mourinho. Et ça a été totalement époustouflant. Je suis sorti de la direct, j'ai laissé Stefano Petrucci avec moi. Et je suis allé dans la rédaction pour vérifier la news. Et on trouvait seulement des confirmes, quoi. C'était pas possible. On a cru que c'était vraiment impossible. Et j'ai très fatigué à conclure la direct ce jour-là. Parce qu'il y a eu de l'adrénaline qui était totale. Personne sur Roma, sauf Augusto,
croyait vraiment à cette possibilité. Surtout, je veux dire, c'est quelque chose d'incroyable parce que personne, vraiment, aussi à l'étranger, quand la Rome a signé qui a dévoilé ça, on dit, pourquoi Dimarche il l'a pas annoncé? Parce que quand même aussi à l'étranger, Dimarche c'est aussi un peu la référence. Et donc, voir cette... aussi, si c'était presque y arriver à travers une blague, mais quand même avoir ça démontre le travail aussi que vous faites, dans le sens, c'est vraiment d'y être toujours là et cultiver les liens avec les personnes du football. Quelquefois, c'est plus facile d'être des communicateurs d'une radio locale, quoi, parce que c'est très particulier. Tu as des grands joueurs, des grands entraîneurs qui te répondent sans problème si tu es de Teleradio Stereo ou des autres chaînes, et pas si tu es Gazzetta ou Di Marzio même, et Di Marzio Gianluca. C'est même un ami, Gianluca, il a intervenu beaucoup de fois dans notre radio, mais c'est très difficile de tracer le boulot que font les Friedkin. C'est très, très difficile. Et le contact, en fait, d'Augusto n'était pas avec les Friedkin ou avec Thiago Pinto, il était directement avec José Mourinho. Mais je pense qu'avec cette AS Roma-là, les journaux doivent être très, très sensibles sur les news, quoi. Parce que c'était 2 jours avant l'annonce de Mourinho, la Gazzetta et les autres quotidiens nous racontaient comment se serait passée la Roma de Sarri. Le matin de l'annonce, la Gazzetta avait Sarri en une avec comme quoi Exact. c'était quasiment fait. Je pense que la leçon Mourinho ne doit pas donner de la crédibilité à les radios locales. À ma radio, ça, ce n'est pas nécessaire. Nous, on fait notre travail. Ça fait 120 000 personnes collègues chaque jour sur la radio. Ça fait 30 000 sur la télévision, parce qu'on est même une télévision. Donc, c'est des numéros qui vont très, très bien pour une réalité locale. Et il faut vraiment être très, très cauti, non? On dit en italien, sur les news de l'AS Roma dans l'époque Friedkin. C'est vrai qu'avec les joueurs, c'est différent parce que les joueurs parlent avec les propriétaires parlent avec les journalistes. Donc là, tu peux trouver quelque chose. Mais même Thiago Pinto, c'était la même chose. Peut-être c'est le seul nom des 50 qui sont sortis pour le directeur général de l'AS Roma qui n'est pas sorti, Thiago Pinto. Stéphane, donc on le disait, on parlait encore de Sarri le matin même de l'officialisation pour succéder à Fonseca. Comment, toi, à titre personnel, as-tu réagi et comment as-tu senti la communauté francophone réagir à cette annonce? Alors, c'est assez particulier parce que nous, on n'est pas du tout journalistes. On est vraiment un blog de passionnés avec des gens qui sont pas du tout dans le métier ou quoi. On essaye, depuis qu'on a créé le blog, de ne pas relayer de rumeurs. Donc, Sarri, on n'en avait jamais parlé, alors que tous les journaux en font la une et donc on avait beaucoup d'infos. Donc, on s'est dit, voilà, sur la fin de saison, on va se consacrer sur Fonseca, sur l'équipe, et on ne va pas parler de Sarri, parce qu'on est sûr de rien. Mais après, c'était presque une fatalité pour nous, parce qu'on s'est dit, voilà, tout le monde en parle, donc c'est Sarri qui va arriver, et ça va se faire. Et juste pour l'anecdote, donc la veille de l'annonce, le lundi soir, on fait une libre antenne donc sur le compte Instagram, on a une antenne tous les lundis soirs, et en discutant, je disais, voilà, moi, par rapport aux Friedkin, ce qui me dérange, c'est qu'ils ne disent rien. J'aimerais qu'ils disent, voilà, nous, on soutient Fonseca jusqu'à la fin, ou on ne le soutient pas, on va le prolonger ou non, on a notre entraîneur, on n'a pas d'entraîneur. On ne savait pas trop, on était tous dans l'attente. Donc les mauvais résultats arrivaient, la défaite à Manchester. C'était assez spécial comme situation, le matin de l'annonce pour Fonseca. Donc on se dit, c'est bien, il commence à communiquer, on sait que Fonseca ne sera plus l'entraîneur. Donc on va attendre l'officialisation de Sarri dans l'après-midi. Et je me rappelle bien parce que j'étais dans le bus avec ma femme et il me semble mon fils. Et en fait, comme tout le monde, je vois sur Twitter officiel, José Mourinho sera le prochain entraîneur de la Roma. Donc je re-regarde, je vois que c'est le compte officiel de la Roma. Je me dis, bon, c'est peut-être un fake, alors je vérifie. Enfin, comme tout le monde, on commence à s'envoyer tous des messages. Je dis à ma femme, enfin, voilà, c'était assez bizarre. Et en fait, tout le monde était content, mais personne ne voulait y croire. Et il y a eu ce petit battement dans l'après-midi où on ne savait pas trop si c'était vrai, si c'était une fake news, on ne comprenait pas trop. Et jusqu'à à avoir l'info comme tout le monde. Et puis là, on a commencé à la relayer et puis à en parler. Mais il y a tellement d'informations qui circulent sur la Roma à Rome et du coup à l'extérieur que ça devient vraiment compliqué de faire la part des choses entre ce qui est vrai, ce qui est de la rumeur, ce qui est fondé ou pas fondé. Donc voilà, personne ne l'a vu arriver. Et à titre personnel, pour moi, c'est une très bonne chose. Je pense qu'on va y revenir après. Mais c'est une belle surprise et qui, je pense, est arrivée au bon moment. Au moment où Fonseca avait besoin qu'on
qu'on lui enlève cette pression. Les joueurs avaient besoin de quelque chose qui leur enlève un peu de pression pour terminer la saison correctement. Et on l'a vu sur les résultats qui ont suivi. On a vraiment l'impression que quelque chose a changé à la Rome au niveau de la communication parce que, voilà, c'était toujours assez bouillant. Et comment la nouvelle propriété est en train de changer aussi l'image du club et son fonctionnement. Non, ouais, mais ça, c'est vrai. Alors, je vous raconte une chose. Il y a eu une discussion en rédaction le jour de l'annonce de Mourinho, mais il n'était pas encore annoncé. On avait le communiqué sur Fonseca va terminer la saison. Et tous les autres collègues, ouais, disaient, celui qui disait, mais c'est fou, tu dis quoi? Tu dis Fonseca va terminer la saison, les joueurs déjà, ils ne font plus rien, mais c'est pas possible. Il y avait un autre qui disait, mais moi j'espère que c'est pas seulement ça la news, quoi, c'est pas possible. Et beaucoup de transmissions, pas sûrement à Télé Radio Stereo ou même autres, ont fait des vrais débats depuis 9h du matin, depuis le communiqué sur Fonseca. Ils ont parlé seulement de ça. Et nous, on devait parler pour notre transmission. Et moi, toujours avec Stefano, on avait un point de vue qui était le même. On a dit attention parce que ça ne peut pas être qu'ils font l'annonce de Fonseca qui va terminer la saison sans communiquer autre chose. C'est impossible. Peut-être que ce n'est pas le nouveau entraîneur, mais il va y avoir un autre communiqué. Donc, on ne peut pas partir de ça. Parce qu'ils l'ont fait déjà le matin, ils ont même bien fait parce que c'était la news, quoi. Et la news, si elle est fraîche, on doit en parler, quoi. Mais nous, on a dit attention, parce que peut-être il va être autre chose. Je me rappelle très bien que j'ai dit à mes collègues, moi je pense qu'ils vont annoncer un autre entraîneur. Et tout le monde allait sur Sarri, comme disait Stéphane, comme disait Cédric, ce jour-là. Donc on a dit, on ne peut pas se mettre à faire ce qu'a fait la Gazzetta, mais peut-être c'est le jour de Maurizio Sarri. Et voilà, et après c'était pas ça, quoi. Et je sais même que Sarri était déçu parce que celui de l'AS Roma était une tentative de porter Mourinho. Mais c'était absolument pas sûr parce que c'est tout parti comme une blague, non? C'est parti comme, je sais, mais l'AS Roma. Et lui, il a répondu, ouais, on peut en parler. Mais c'était pas sûr, évidemment. Moi, au contraire de Stéphane, mais de beaucoup de collègues, j'ai pas besoin qu'ils communiquent trop, les Friedkin, parce que je suis sûr, moi j'ai un frère qui est américain, non? Et qui travaille dans le cinéma. Lui aussi, on pourrait dire. Il m'a assuré que Dan Friedkin, il parle quasiment jamais. Mais même dans le cinéma, mais même dans le Toyota, il agit. C'est exactement le contraire, si on veut, de Pallotta. Moi, je ne dis pas que Pallotta fait seulement des choses mauvaises à l'AS Roma. Il a laissé dans une condition très mauvaise, ça oui. Mais on s'est même amusé quand on n'a pas gagné, mais on a vu des équipes incroyables. Moi, je rappelle que Léo Paredes, qui maintenant joue beaucoup de matchs au Paris Saint-Germain, ouais. Il était le 5e milieu de terrain de l'AS Roma. Il y avait Nainggolan, il y avait Strootman, il y avait Pjanic, il y avait Keita. Après, on a eu Paredes. Donc, mais Pallotta parlait trop. Vous vous rappelez, non? Avec à Capri, ouais, on va vendre Alisson, ouais, on va faire ça. Ça, c'était franchement incroyable et la ville ne pouvait pas le soutenir. Mais pas besoin que les Friedkin communiquent plus que ça. Si, après, on a des résultats qu'on peut regarder, quoi. Je suis bien content, c'est plus dur pour nous de travailler. Mais voilà, moi, je ne suis pas avide de news. Moi, si je sais une chose, je la dis sans problème. Si je ne sais pas, je n'hasarde pas des hypothèses parce qu'avec les Friedkin, tu peux te brûler très facilement. Est-ce que je peux poser deux questions à Roberto rapidement? Bien sûr. La première, c'est une précision. Quand je parlais de communication des Friedkin, en fait, c'est plus mon ressenti, c'était d'avoir presque de la peine de voir Fonseca en conférence et sur le banc et les joueurs sur le terrain en me disant, voilà, ils ont besoin de quelque chose, de savoir qu'est-ce qui va se passer, enfin, que quelque chose soit officiel parce que tout le monde parle autour d'eux, que ce soit sur les joueurs ou sur le coach. On a besoin d'être un peu rassuré en sachant ce qui va se passer. C'était juste là-dessus. Après, je pense qu'on reviendra sur les Friedkin, mais au niveau du fait de ne pas communiquer, d'agir, on est tous d'accord là-dessus. Et la petite question que j'avais pour Roberto, c'est moi, je ne suis pas du tout au courant, mais est-ce qu'avec Sarri, il y avait vraiment quelque chose ou est-ce que c'est un peu, on a laissé Sarri sur le devant de la scène pour pouvoir travailler Mourinho en profondeur et faire l'annonce? Alors, avec Sarri, on avait l'accord pour 3 années, pour quasiment 4 millions d'euros. Ça peut être 4,5, 3,5, mais avec des bonus importants pour les compétitions parce que c'est quand même beaucoup moins de ce que Sarri prenait de la Juventus. Et sur le travail de rédaction de Teleradio Stereo, on avait même appris qu'ils avaient trouvé le moyen de le libérer de la Juventus. Donc, le tentative, mais ça a été vraiment ça. Mourinho a porté Sarri à rester, non, le cerino in mano, comme on dit
Il a eu le coup de filet le plus petit et il se le tient même. C'était vraiment fait avec Sarri. Mais je te dis une chose, une petite provocation. Mourinho, c'est un entraîneur, on le connaît très bien. Au-delà du fait qu'il a fait même du très bon football à Porto, mais même à Chelsea. Mais moi, je rappelle que quand l'Inter de Milan achète de l'AS Roma à Mantino Mancini, vous vous rappelez très bien ça, c'était pour faire le 4-3-3. C'était pour faire un niveau de football quand même spectaculaire. Après, il est très intelligent comme il est. Il comprend le football italien, il comprend ce quoi avait besoin l'Inter de Milan et il change son point de vue. Et c'est de l'Inter que Mourinho se transforme dans le Mourinho qui a été le Real Madrid. À Chelsea, c'était un vrai entraîneur. Mais la provocation, c'est que Sarri, c'est un vrai constructeur de jeunes, de situations. Il achète les joueurs pour son football. Mourinho, il gère les joueurs pour le résultat. C'est complètement différent. Donc, peut-être ceux qui soutiennent à 3 ans, le projet Sarri, c'était peut-être mieux. Ce n'est pas mon idée. Parce que si je peux prendre le top, je prends toujours le top. Après, il faut le soutenir, tu dois le faire, tu dois lui faire l'équipe. Mais sûrement, ils ont parlé avec les Friedkin. Mais si on parle de projet sportif, je comprends ceux qui disent Sarri portait une identité de jeu et une plus lente peut-être Croissance. exactement de les situations. Mais c'était un bon choix quand même, ça. C'était un très bon choix. Clairement, avec Mourinho, il n'y a plus de bons choix. C'est peut-être Guardiola, peut-être, ou Klopp, voilà. Au niveau supérieur. Alors, petite question, tifosi romanisti, quelle image aviez-vous de Mourinho il y a 11 ans? Roberto, tu l'as dit, alors s'il était à l'Inter. Ça, c'est la question de Cédric qui l'intéresse. Voilà, ça vous pique. Et qu'il y avait des duels, parce qu'à l'époque, le rival sportif de l'Inter, c'était la Roma, pour le titre principalement. Et lorsqu'il parlait de la Roma comme d'un club avec zéro titoli. Alors, quelle image aviez-vous de lui à ce moment-là? Est-ce que vous le haissiez ou pas, Stéphane? Ben, moi, j'ai toujours... non, j'ai beaucoup aimé le Mourinho de l'Inter. Ce que j'aime chez lui, ce que j'aime et ce que je déteste en même temps, c'est cette façon d'être en avant, de faire le gilet pare-balles quand il faut au niveau de son équipe ou de ses joueurs, donc de tout encaisser sur lui. C'est sa faute à lui et après, il gère ça en interne. Et ce que je peux détester en même temps, c'est que quand ça fonctionne et quand il gagne, tout est grâce à lui. Donc c'est un peu voilà, ce côté dans les deux extrêmes et c'est ce qui, je pense, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est ce qui, je pense, peut marcher à Rome parce que Rome est aussi une ville dans les extrêmes. Il y a tellement de choses dans le négatif comme dans le positif. Je pense que les deux vont s'entendre là-dessus. Je l'ai plus aimé comme entraîneur, comme disait Roberto tout à l'heure, que comme manager quand il arrivait dans une équipe où il fallait juste, en Angleterre, gérer des joueurs. Et voilà, c'est pour ça que moi, je pense que le mariage avec la Roma peut être très intéressant. Mais non, autant je n'aimais pas l'équipe de l'Inter, et voilà, mais autant l'entraîneur, j'ai toujours une petite fascination pour cet homme. Et c'est ce qui fait ma joie d'avoir lu la nouvelle qui venait à Rome et d'attendre impatiemment son arrivée. Bah, et c'est vrai que pour commencer, moi, je te rappelle une chose, que c'est l'AS Roma qui a perdu le championnat. Ce n'est pas l'Inter qui l'a gagné. Claudio Ranieri, il a fait plus de points de Mourinho. Parce que Claudio Ranieri n'était pas sur le banc les premiers deux matchs. Il y avait Luciano Spalletti, ils les avaient perdus tous les deux. Et l'AS Roma, il est arrivé à 1 point, 2 points de l'Inter. Donc, c'est Roma-Sampdoria qui a fait perdre le championnat à la Roma. Sinon, l'Inter ne pouvait plus la reprendre parce qu'on l'avait surpassé. Sur Mourinho, moi, je n'ai pas aimé 2 déclarations de cette période-là. Pour le reste, il était tellement magnétique, il est tellement génial que tu ne peux pas l'aimer ou quand même tu le regardes. Quoi. C'est comme un film qui est dit sur bon ou qui a des contenus que tu n'aimes pas, mais tu peux pas. Exactement, c'est la même chose. Mais je n'ai pas aimé 2. Celle de Zero Titoli, je ne l'ai pas aimé, mais pas parce que regardez l'AS Roma, mais parce que l'AS Roma était dans les 8e de finale de la Ligue des Champions. Elle n'aurait jamais gagné la Ligue des Champions. Mais techniquement, il y avait même la finale à Rome cette année-là. Et l'AS Roma va sortir avec Arsenal, avec pas de joueurs, au penalty. Et donc je ne l'ai pas aimé parce que concrètement, on avait encore quelque chose à nous jouer. Mais c'était un fait de sport, quoi. Pas sur la provocation de Mourinho. Ce n'est pas un problème, ça. La deuxième, c'était quand un journaliste lui a demandé combien d'argent il gagnait, si c'était 1000, 1200 euros par mois. Parce que sur l'argent, je ne parlerai pas si je gagne ceux qui gagnent et qui gagnaient Mourinho. Mais pour le reste, c'était un gros ennemi, mais c'était ennemi avec du charme, quoi. Et même le geste qu'il fait à Inter Sampdoria, je ne l'ai pas aimé, mais toujours sur un côté sportif. Parce que ce match-là,
l'Inter finit en 9. Et en tout cas, la Sampdoria ne passe pas le milieu de terrain jamais, jusqu'à que Pozzi prend le carton rouge lui aussi. Donc, parce que peut-être l'Inter devait finir en 7 ce match. 9, c'était peu. Parce que c'était une équipe qui était pas très belle à regarder, dans le sens esthétique. Mais il a fait des choses qui sont incroyables. Les taux mis dans la coursive latérale, il y a des choses que tu ne pouvais pas observer et quand même dire waouh, c'est un top coach. Mais je n'ai jamais détesté José Mourinho. Et le rêve de voir Mourinho avec les journalistes romains, parce qu'il y en a qui méritent d'être répondus d'une certaine manière. Et je le dis en faisant partie de cet ambiente, comme il est défini. J'ai hâte de voir ça. Hein. J'ai hâte de voir s'il y a quelqu'un qui veut faire comme il faisait avec Di Francesco. Ciao Eusebio, ciao José, je veux bien voir ça. Très cool. Je vais venir. On va ensemble à sa première conf, Roberto. Ils sont en train de faire le tentative pour la faire au Stade Olympique, la première. Ce serait génial. Non, mais ce sera un grand événement. Et juste petite précision pour cette Inter Sampdoria, c'est Mourinho effectivement qui avait fait les menottes après le deuxième carton rouge. Avec l'ambiance de San Siro autour, c'est vrai que ça avait fait quelque chose d'assez spectaculaire dont il a l'habitude. Mais au niveau technique et tactique, quel est l'impact plus important qu'un entraîneur comme Mourinho pourrait amener à la Roma et pour ça aussi à Rome? Bon, moi, je ne sais pas il peut retourner le premier Mourinho. Ça, je ne le sais pas. Parce qu'on change. Moi aussi, je ne suis pas dans la condition de vous raconter si je referais certaines choses il y a 10 ans. Si j'ai la possibilité de le refaire, je ne le sais pas. Et j'ai même des doutes sur ça. Mais je pense que sa meilleure habilité, c'est celle d'entrer dans la tête des joueurs. C'est très difficile d'être un joueur à l'AS Roma. On se dit, mais comment? La ville, elle est belle, l'argent, c'est beaucoup. Nous, on paye 3-4 fois ce que paye la Lazio pour ces joueurs. Hein. Il y a une différence énorme. Avec les 7,5 millions de Dzeko, tu payes Immobile, Milinkovic et Luis Alberto, tous les trois, pour comprendre ça. Donc, mais ce n'est pas facile parce que le contrôle sur les joueurs du club, les attentions des médias, la vie nocturne, que ce n'est pas celle de Milan, mais je vous assure qu'elle offre des possibilités aux joueurs. Le fait que tu deviens une star sans aucune raison, tout de suite. Chaque joueur ici devient une star tout de suite. Vous regardez Juan Jesus. Moi, je ne le déteste pas, le pauvre. Ce n'est pas le plus fort défenseur du monde. Mais lui, il met une photo, même si je joue 1 minute dans la saison, pour moi, c'est l'AS Roma. Et voilà, tu as 50 000 réactions à son poste. Allez, tu ne joues pas, mais tu es le meilleur. Et même au contraire. Parce que moi, je rappelle que Santon, que Pellegrini ont beaucoup de fois déactivé les commentaires sur Instagram parce qu'ils prenaient des choses franchement incroyables. Et je suis sûr que le seul coach qui peut entrer dans la tête et les faire isoler, c'est José Mourinho. S'il ne réussit pas Mourinho, on n'a pas d'espérance. Et voilà, on fera des bonnes saisons quelquefois et des plus mauvaises d'autres fois. Mais c'est le seul qui peut le faire. À mon avis, un petit peu, Rudi Garcia, il avait essayé de le faire au début. Quand je suis allée lui faire une interview à Rome en 2013, c'était après la première journée. J'avais hyper peur parce que, bon, c'était pour Eurosport, donc pour la France. Je ne savais pas, parce qu'en plus, il y avait plein de polémiques. Mais quand je suis arrivée à Trigoria, tu voyais un monde totalement différent. Vraiment, il essayait de gérer tout. Il ne faisait pas croiser les joueurs avec les staffs qui n'étaient pas les staffs techniques. Il avait établi des horaires, des trucs. Il gérait vraiment. Et je pense qu'à ce moment-là, ça a marché aussi pour ça, parce qu'il est arrivé à détacher l'équipe du reste. Je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses, Robert? Non, tu as raison. Moi, j'aime bien Rudy. Je pense que c'est un très bon entraîneur. On peut dire des choses sur ça parce qu'il a fait, effectivement, ce que tu racontes. C'est cronaca, comme on dit ici. Mais il y a une autre question. Il a réussi à le faire parce qu'on venait de 7 finales de la Coupe d'Italie, celle avec les horribles. Et on avait bien perdu. Donc, il a pu compter sur un effet réaction qui était nécessaire. Mais il a eu l'intelligence de le faire avec un bon charisme, avec une bonne prise sur le groupe. Mais pour ce que je vous disais avant sur Mourinho, sur l'entrée dans la tête des joueurs, à Rome, ça dure très, très peu ça. S'il n'y a pas une... Voilà. te fait comprendre, tu dois avoir peur de perdre des matchs.
Ici, ça rigole quand tu perds le match, beaucoup de fois. Donc, quand Rudy fait comprendre, il avait bien raison, parce que l'histoire l'a témoigné. La Juventus n'a pas gagné les 2 championnats avec Rudy. Il en a gagné 9. Quand il disait, avec cette façon de gérer le club, nous, on ne va pas rejoindre la Juventus. C'est impossible. L'AS Roma l'a gardé, mais il ne croyait plus en lui. Et c'est fini l'affaire, Rudy Garcia. Moi, je pense que c'était un bon entraîneur pour l'AS Roma. Avec des skills même négatifs, parce que l'AS Roma faisait un foot très, très beau, mais elle ne changeait jamais d'esprit sur les matchs quand les choses ne fonctionnaient pas. Mais Rudy, pour moi, il méritait de rester encore plus que ça à la Roma. Mais au début, il a bien fait, tu as raison. Et Stéphane, justement, sur cette atmosphère romaine qu'expliquait Roberto, tu penses toi aussi que Mourinho, peut-être l'un des seuls entraîneurs au monde à pouvoir avoir cet effet sur les joueurs et être un petit peu le paratonnerre et entrer dans leur tête pour permettre de gérer cette ambiance qui est vraiment unique? Moi, je dirais qu'au-delà du côté tactique, de quelle formation il va proposer, etc., enfin, pour moi, aujourd'hui, c'est secondaire. Là-dessus, je lui fais confiance. Mais ce qui va apporter, je pense que c'est ce qui a manqué à beaucoup d'entraîneurs et ce qu'on a pu reprocher à Fonseca, qui pour moi, a fait un bon travail à Rome, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est cette exigence. Déjà, cette protection, donc il va faire la barrière entre Rome et les joueurs, entre les médias et les joueurs. Il va pouvoir gérer aussi tous les médias. Il n'y aura plus des choses qui pourront sortir et qui passeront en conférence de presse comme on le voit depuis des années et qui passent tout le temps sans que l'entraîneur tape du poing sur la table. Et je pense que c'est ça qui est important avec Mourinho. Et j'ai aussi envie de le voir, comme disait Roberto, entrer dans la tête des joueurs, parce que je pense on a de très bons joueurs de moins de 25 ans aujourd'hui. On a des Mancini, on a des Pellegrini, Zaniolo, des Ibanez, des joueurs qui sont arrivés il n'y a pas très longtemps et qui se sont imprégnés de la Roma, comme Mancini, que j'ai trouvé très bien avec le brassard quand il a eu l'occasion de l'avoir. Et je pense que c'est cet entraîneur qui va pouvoir les faire grandir sans qu'ils aient à se soucier de l'entourage de Rome, de ce que disent les journaux, de ce que disent les supporters. C'est ce qui m'intéresse, moi. Il y a cette partie et il y a la partie, il est très exigeant. Et comme l'a dit Roberto, aujourd'hui, on l'a vu sur les erreurs administratives qui nous ont coûté un tapis vert sur le premier match, des petites choses comme ça qui au final passent et qui deviennent presque normales à Rome. C'est-à-dire que voilà, on gère, il y a des choses qui arrivent, il y a des blessures, c'est normal, c'est pas grave, etc. Et je pense que là-dessus, Mourinho, parce qu'il va être exigeant avec tout le monde. Alors, on en parlait l'autre jour sur la libre antenne. Je pense qu'il va être aussi exigeant avec le plus petit employé de Trigoria qu'avec le Dzeko s'il est sur le terrain. Tout le monde va aller dans le même sens et lui va être là pour protéger un petit peu tout ça. Et je pense que donc il va pouvoir faire grandir cette Roma. Après, oui, je suis impatient de voir son système, quel joueur il va vouloir, etc. Ce qui m'intéresse, c'est que justement, ce qui m'a manqué avec Fonseca, je pense qu'on va l'avoir avec Mourinho. Roberto, avant, tu as déjà un peu, comment dire, spoileré ma question qui va arriver parce que tu as parlé vraiment de voir Mourinho, entre guillemets, mettre à niveau des collègues. Voilà. Quel impact vraiment peut avoir son arrivée avec tous les différents radios qui parlent 24 heures sur 24 de la Roma, les journalistes en général, mais aussi les supporters. Dans le sens, il doit gérer un groupe bien varié. Pour l'instant, le premier effet comme réaction, c'était la bourse qui a fait gagner 75 millions à l'AS Roma. Mais à part ça, l'aspect de la presse, il doit être géré à Roma d'une manière très différente des autres côtés de l'Italie, même de la Lazio, c'est complètement différent. Mais lui, il est tellement intelligent qu'il va, j'en suis sûr, le porter de sa part. Je fais l'exemple sur les radios. Avec James Pallotta, il nous détestait. La S Roma avait comme choix sociétaire de dire que les radios devaient être fermées. Il a dit le président de la S Roma. Mourinho, il ne va pas faire ça, mais on a déjà ce témoignage d'Augusto Ciardi. Il s'écrit avec, pas le journaliste de la Gazzetta ou du Corriere, mais avec un speaker, un collègue du radio de Rome, parce qu'il a l'intelligence de savoir où aller ou pas aller. Il y a un autre aspect, parce que lui, il sait très bien quelle est la convenience de faire ce travail sur la presse. Et il ne faut pas enlever de l'importance à cet aspect-là. Parce que je fais un exemple qui regarde même l'Inter de Milan de Cédric. Quand l'Inter achète Kolarov, nous on le connaît bien, Kolarov, tu peux bien t'imaginer.
Sur la Gazette, sur beaucoup de quotidiens, c'est des voilà Conte comment il va utiliser Kolarov. Ou c'est sur la gauche, ou c'est comme troisième central défensif. Mais avec il est parfait, il est l'expérience. Ah ben, sur les radios romaines, celles des moches qui n'écoutent pas les personnes, on disait Kolarov, il est fini, il est complètement fini. Quand il joue central défensif, on prend 2 buts par match. On a gagné 5-3, 5-2, je ne me rappelle pas, avec Spezia à la fin de la saison dernière. Il a fait prendre les 2 buts de Spezia, pas du Real Madrid, pas contre la Juventus. Et voilà, il fait 3-4 matchs avec Antonio Conte, il l'enlève simplement. Il vous fait perdre le derby avec le Milan. Il l'enlève, tu ne l'as jamais plus vu. Et on le disait ça à la radio. Cet exemple sert pour dire quoi? Que Mourinho le sait l'importance des médias sur la place de Rome. Il le sait très, très bien. Et donc, je suis sûr qu'il va donner un coup quand nécessaire à nous, au quotidien, mais il va l'emporter de sa part parce que maintenant, il a toute Roma qui est derrière lui. Et je suis sûr que c'est un effet qui va bien durer. Mais ça, c'est une place compliquée. Avant, Stéphane, il a dit une chose que je suis très d'accord avec lui. Il a dit, en effet, annoncer Mourinho a fait repartir d'une certaine manière la saison, mais sûrement il a 15 blessés, il a des problèmes. En plus, il y a des sujets sur Twitter qui disent toute l'équipe qui font 50 matchs, on sait, toutes ces blessures, non, c'est pas vrai. Parce que quand nous, on jouait contre Crotone, on avait 12 joueurs qui n'étaient pas disponibles. Et le Manchester City, on en avait 2. Et il va faire la finale de la Ligue des Champions. Donc, c'est pas comme ça. Il y a eu des choses particulières. Et je suis bon à les définir, particulières. De la même façon, qu'est-ce que fait maintenant la presse? La presse nous a dit que la Rome qui a gagné contre Manchester et Crotone, c'est déjà l'AS Roma de Mourinho. Mais moi, je vous assure que si ce soir on perd contre l'Inter, c'est même probable. Ils vont dire que perdre, c'est à nouveau la Roma de Fonseca. C'est très particulier de travailler ici, mais je pense que Mourinho peut bien le faire, quoi. Je suis sûr de ça. Alors, en contrat de 3 ans pour Mourinho, un salaire de 7 millions d'euros net par an. Avec le décret croissance, il se sera seulement vers les 9 millions et demi bruts. Seulement parce que ça devrait être plus avec les taxes normales. Donc, une somme record pour un entraîneur de la Roma. Alors, pour paraphraser Marotta, qui, à propos de Conte à l'Inter, a expliqué qu'il vaut mieux payer un top entraîneur que recruter un joueur de plus. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et est-ce que Mourinho, pour vous, à la Roma, ça vaut un grand joueur au milieu de terrain, par exemple, Stéphane? Je me suis toujours dit que l'entraîneur devait être la personne la mieux payée dans l'équipe. Donc, si on a des joueurs, si on a un Dzeko à 7,5 millions, il faut qu'on ait un entraîneur qui vale au moins le salaire de Dzeko. C'est compliqué d'avoir des entraîneurs à 2 millions d'euros par an quand tes joueurs gagnent le triple. Et moi, je trouve que l'investissement est intelligent et je suis entièrement d'accord. Je préfère qu'on mette 20 millions d'euros sur Mourinho sur 3 ans en salaire net que faire une recrue. Enfin, on en a fait des recrues, on a fait Chic à 40 millions d'euros, je crois. Voilà, j'aurais préféré qu'on garde les 40 millions d'euros et qu'on paye un entraîneur un peu plus cher et qu'on puisse prendre un top entraîneur. Donc moi, je n'ai pas de problème là-dessus et je trouve que l'investissement est très intelligent. Surtout que le salaire, au final, n'est pas exceptionnel pour Mourinho. C'est quelqu'un qui gagnait beaucoup plus ailleurs. Et même si là, il y a l'arrangement avec Tottenham qui, je crois, va payer pendant 2 ans un complément, je trouve que c'est une très belle opération. 20 millions d'euros net sur 3 ans pour José Mourinho, ça ne me paraît pas une folie. Moi, je suis bien d'accord avec Stéphane sur l'aspect du boss qui doit prendre plus de ses joueurs. D'ailleurs, Roberto, c'était une marque de fabrique de Mourinho. Avant d'arriver au Real Madrid, où il y avait Cristiano Ronaldo qui était au-dessus de lui, il voulait toujours être le mieux payé de son vestiaire. Pour lui, c'était une règle, et c'est vrai qu'à un sens, c'est plutôt normal, même si dans le football, maintenant, ça devient parfois compliqué, mais c'est plutôt normal que le patron du vestiaire soit le mieux payé. Oui, absolument. Même pour expliquer, attention, c'est moi qui fais les règles ici. Mais sur Marotta, moi, je suis d'accord. Mais je rappelle, parce que moi, j'ai ce problème que je me rappelle toutes les choses, que Marotta, il a dit ça, mais il a pris Lukaku pour 70 millions d'euros, 80 millions d'euros. Donc, c'est les protagonistes du football, ils disent une chose, après ils nous disent une autre. Ils pensent que les personnes ne se rappellent pas, mais les personnes se rappellent tout. Et les supporters, les ultras, se s'en rappellent encore mieux. C'est très difficile de faire une déclaration et qu'un supporter d'un autre club ne va pas se le rappeler. Sur ça, la Juventus, elle est géniale. Depuis que Marotta a quitté, ils disent une chose, après ils nous disent une autre, après ils font une chose, après ils disent on va faire la Superliga et tous les clubs vont payer les mêmes taxes. Mais ça, c'est pas possible parce que les clubs payent les taxes du pays, ne payent pas les taxes de la Superliga. Mais
ce que l'AS Roma va faire, ce n'est pas très clair parce que les Friedkin ne parlent pas et tout, mais ils ont parlé avec Mourinho. Parce que si tu appelles José Mourinho, tu lui dis alors, José, l'idée c'est on va Dzeko, non. Zaniolo, on prend de l'argent parce qu'on a besoin. Ibañez, c'est la même chose. Mais on a des paramètres à zéro, on va prendre ça. Et tu te dis, OK, merci, c'était très bien de parler, au revoir. Parce que même s'il veut faire l'entraîneur, il veut faire l'entraîneur pas avec Fazio et Bruno Pérez. Ça peut se dire ça, sans que personne a des problèmes sur ce côté-là. Mais de ceux qui arrivent, sûrement, un coup de mercato qu'on n'a pas attendu, ils vont le faire. Si c'est 70 millions d'euros, je ne pense pas. Mais 30, 40, moi, je pense qu'il va y avoir ça. En plus de ça, il faut rappeler que Mourinho a une connexion très élevée avec Jorge Mendes. Mais il y a même des rumeurs que l'AS Roma, mais ça, c'est des rumeurs, donc prenez-les pour ceux qui sont, est quand même en contact avec Campos. Elle fait des choses avec Campos. Et si on regarde le mercato de Campos ces dernières années, il a fait bien faire beaucoup d'argent à ses clubs, mais surtout, il a trouvé beaucoup de joueurs. Parce que là, si on parle de Pepe à l'Arsenal, l'Arsenal, c'est un... D'ailleurs, on avait évoqué Mourinho à côté de Lille il y a quelques temps. C'était peut-être un petit peu exagéré, mais quand même, les liens, ils sont forts. Donc, Non, exactement. Il y a même Osimhen. Et donc, entre Lukaku ou Ronaldo d'une fois et le joueur qui a 35 ans et que tu peux le prendre parce qu'il vient à zéro, il y a un monde au milieu. Il y a les, je ne sais pas, je fais des noms, il y a les Cop Miners du championnat hollandais, que c'est un nouveau Strootman. Allez regarder, il est fantastique, il a fait 15 buts. C'est un milieu de terrain. Il y a Lodson Edouard qui a quasiment chassé du PSG. Il fait 2 buts par match avec Celtic. Il a 23 ans. Je pense que la Rome va essayer de faire un mix entre les joueurs. Mais si vous me demandez, mais comment peut faire l'AS Roma avec son bilan? Ça, je ne le sais pas. Mais il y a beaucoup d'exemples. On sait très bien que le PSG, son sponsor principal, ils n'ont pas trouvé comme ça, non? On sait très bien la connexion qu'il y a avec la propriété. On ne sait pas si ils regardent l'argent de la Toyota aux États-Unis et ils disent moi, si j'enlève 400 millions l'année des revenus de Toyota, ça ne passe rien. Du côté Toyota, je le mets sur le maillot de l'AS Roma. On ne sait quasiment rien. Mais si tu prends Mourinho 7,5 millions, c'est correct ce qu'il disait Stéphane, Tottenham va participer, mais de ce qu'on sait nous, mais ce n'est pas vérifié aussi ça, c'est seulement pour les premières années que Tottenham va donner 9 millions d'euros. Mais si tu prends un entraîneur comme ça, c'est clairement pas pour de dire on va vendre les meilleurs et tu vas te garder ce qui reste ici et voilà. Oui, surtout Stéphane, juste un petit mot avant de passer sur Fonseca. Mourinho qui n'a pas gagné un titre de champion national depuis 2012 et qui n'a pas gagné un trophée depuis 2017. Donc il a sûrement encore l'envie de gagner, non? Enfin, tout ce que disait Roberto est très juste, je suis entièrement d'accord avec lui. De une, je pense que lui a l'envie de gagner. Il n'aurait jamais accepté de venir à Rome, qui est un environnement très difficile, en baissant son salaire, alors que je pense qu'il aurait eu des offres ailleurs. Si derrière, il n'y avait pas un projet, si les Friedkin ne lui avaient pas proposé quelque chose qui l'intéressait, alors peut-être que c'est aussi un moyen pour lui de prouver qu'il est toujours the Special One. Et en plus, c'est un contrat de 3 ans. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est sur la durée. Donc oui, il va y avoir des choses qui vont être faites. On ne va pas lui faire venir que des joueurs de 35 ans à paramètre zéro et vendre les bons joueurs. Donc je suis entièrement d'accord avec Roberto là-dessus. Il y a une synergie entre la Roma et Mourinho. Les deux trouvent chez l'autre ce qu'ils ont besoin actuellement. Ils se rencontrent au bon moment et c'est ce qui peut faire que la mayonnaise prenne bien et vite. C'est clair, Cédric, que les nombres que tu nous donnes de les dernières victoires de Mourinho, c'est 2012 en championnat, c'est 2017. Mais il faut se rappeler de 2 trucs pour ce qui concerne José Mourinho. Et tu le connais bien, non? Parce que tu l'as vu en Italie. C'est où il a gagné. C'est très important, ça. Parce que, il a gagné avec le Real Madrid. Il a gagné le Real Madrid qui ne gagnait jamais parce qu'il avait le Barça de Guardiola. Et il ne gagnait jamais. Il a gagné le titre. Il a gagné le premier historique titre de Chelsea, avec beaucoup d'argent, mais c'était une place qu'il ne gagnait pas. Chelsea, ça fait les années 50, et ce n'était pas la première ligue, c'était la première division. Et il y a une différence sur ça. Il a gagné à l'Inter, qu'est-ce qu'il a gagné? Tout. Et c'est une équipe italienne qui fait les 3, c'est quand même remarquable. Il a gagné la Ligue des Champions avec Porto. C'est important de se rappeler ces trucs. Dans les dernières années, moi j'ai une idée sur le football. Si tu arrives à la finale d'une coupe, tu as déjà gagné. Parce que c'est impossible d'analyser, de s'imaginer comment une finale peut se développer. Il y a des problèmes, il y a des pénaltys, il y a des blessures. Regardez le Liverpool qui perd Salah dans la première finale, ceux qui n'ont pas gagné contre Real Madrid. Si tu arrives à la finale d'une compétition, tu as fait ce que tu devais faire. Après, c'est
On le sait, nous, avec la Ligue des Champions, l'AS Roma a fait une finale de Ligue des Champions dans les années 80. Non, et donc, lui, avec Tottenham, il a fait des finales. Il a fait cette année-là. Après, Tottenham, il a décidé bien de le virer. Mais ça a été même une décision politique, celle-là. Hein. Et ils l'ont perdu. C'est contre City, ils doivent d'une coupe. Et il a fait même l'année d'avant. Et c'est le Tottenham. Tottenham, c'est l'équipe la plus incroyable. C'est celle qui a permis le miracle Leicester. Parce que moi, je rappelle que le miracle Leicester, c'est la première ligue avec moins de points gagnés pour ceux qui l'a remporté. Et le rival, c'était le Tottenham. Et même à Manchester, lui, il a gagné à Manchester. Manchester, c'est plus rien depuis Alex Ferguson. Ils vont en finale on sait très bien, avec Solskjaer, que ce n'est pas un entraîneur. Ils vont tout seuls. On l'a même vu pendant les matchs de Roma, sur le deuxième mi-temps, absolument débile de la Roma Manchester. C'était la Roma qui allait. Parce qu'avec ces problèmes, la Roma, c'est une équipe. Fonseca, elle a fait une équipe de football. Il a construit un jeu. Le Manchester n'en a pas. Et la finale qui gagne Mourinho, avec Smalling et Mkhitaryan, ça fait bien sûr ça. Il la gagne avec 12 blessés et sans Zlatan Ibrahimovic. Et il gagne à Manchester. Et il gagne 3 choses cette année-là. La plus importante, c'est l'Europa League. Il gagne même la Community Shield et la Coupe de la Ligue. En Angleterre, ils se jouent tous. Si maintenant tu invites les 4 clubs, on a fait une nouvelle compétition, c'est la 4e, ils vont la jouer sans problème. C'est différent. Ce n'est pas les Italiens qui vont en Europa League et ne mettent pas les joueurs. Tu fais un championnat pour aller en Europa League, après tu ne la joues pas. Et tu l'as fait. Pourquoi tu l'as fait? Ouais, mais si je fais l'Europa League, je suis mauvais au championnat. Toute l'année de 10e, et voilà, il n'y a pas de problème. Quoi, hein. C'est l'anonymat. Lui, il gagne dans les places particulières. Pour Mourinho, c'est plus important où il a gagné de ceux qu'il a gagné pour moi. Et si je peux rajouter une chose, il faut aussi qu'on prenne bien en compte que Mourinho vient à la Roma sans que la Roma ait la certitude de jouer une Coupe d'Europe l'année prochaine. Il aurait pu signer un club qui joue en Ligue des Champions pour se remettre sur le devant de la scène. Là, c'est là où on parle d'un projet à moyen, voire long terme. C'est qu'il vient dans une équipe qui va finir 7e, peut-être 8e, mais 7e, on pense, et qui jouera ni Ligue des Champions, ni peut-être pas l'Europa League l'année prochaine. Mais je ne sais pas s'il a déjà signé dans un club qui ne jouait pas la Ligue des Champions ou l'Europa League l'année où il signe. Je pense que non. Sincèrement, je pense que non. Parce que le Porto, évidemment, oui. Chelsea, oui, parce qu'elle a fait la 2e place. Inter de Milan, oui, évidemment. Manchester, oui. Non, je pense que c'est la première fois. Une petite attention, si la Rome va faire la Euro Conference League, j'aime pas ce projet, j'aime pas cette 3e Coupe européenne, mais c'est quand même une Coupe européenne. Si la mettent, tu dois la faire. Préférez la Coppa delle Coppe. Ouais, mais la Coppa delle Coppe, la UEFA l'avait enlevée. Ouais. Mais elle l'avait enlevée parce qu'elle gérait plus. C'est considéré une coupe morte. Près de 15 ans, 20 ans, c'était 98. Tu vas nous raconter qu'on avait besoin de remettre une. Mais tu sais, c'est toi qui l'as enlevée, quoi. Mais en tout cas, ce sera la première édition de la conférence. Et François Leros, qui était avec nous la semaine dernière, de Calcio Millo, nous disait elle est parfaite pour Mourinho. Comme ça, il la joue, il gagne la première de l'histoire. Exact. Et voilà, il rentre dans l'histoire. On dirait que c'est fait pour lui. Mais ça va être compliqué pour l'AS Roma de la faire cette compétition-là. Et moi, je ne crois pas des sanctions pour la Juventus. Et en tout cas, je n'aime pas remonter des positions dans le classement avec les sanctions pour les autres clubs. J'aime vraiment pas. Moi, si maintenant les 6 clubs qui sont avant l'AS Roma vont tous pénaliser en Serie B, je ne veux pas le championnat. Je veux faire la Coupe des Champions. Ça, c'est juste le championnat ne m'intéresse pas. Moi, je veux le gagner contre les adversaires. Pour terminer cette podcast, justement, un dernier mot sur Fonseca, parce que quand même, vous étiez plus ou moins d'accord que le boulot, il l'a fait. Et peut-être son traitement, il n'était pas au top par l'atmosphère romaine, des médias italiens en général. Il a affronté une période particulière, compliquée, avec un changement des propriétaires. Il reste... quoi de son expérience à la Roma? Moi, j'ai bien aimé Paulo Fonseca. Il a commis des échecs lui aussi, il a fait des erreurs, ça c'est clair, c'est absolument clair. Et il a peut-être la difficulté d'en lire les matchs, parce que si vous avez vu et vous l'avez fait, l'AS Roma, s'il prépare la stratégie, comme il dit lui, la tactique bien, elle a dominé pour beaucoup de points de la saison, beaucoup de matchs. Mais s'il y a des problèmes pendant le match, il n'est pas si bon, je pense, mais c'est mon idée personnelle. Mais je pense que c'est un très bon coach et il va le démontrer. Valentina disait bien, il n'y a pas eu seulement le changement de propriétaire, mais il y a eu des choses incroyables. Il n'a jamais eu Zaniolo, sauf que pour 5 mois. La propriété n'avait plus de directeur sportif, il avait part d'argent. Moi, je vous assure que quand Pallotta avait décidé de vendre le club, et Trigoria devait appeler les États-Unis pour acheter le café pour Trigoria. C'était ça la situation où il travaillait Fonseca.
il y a et il y avait, et je suis très curieux pour le futur, des personnes dans Trigoria que dès les premières journées de l'arrivée de Fonseca disaient aux journaux, il n'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas un bon entraîneur. Il a eu cette situation incroyable de 0-3 de Verona, les blessures. J'imagine pas un autre entraîneur qui a eu toutes les difficultés, qui ne dépendait pas de lui sur un club du niveau de l'AS Roma. C'était des difficultés que pour la Lega Pro, pour la Serie B, pour la Ligue 2, c'est des difficultés pas pour la Serie A. Et je suis sûr qu'il va le démontrer. Et en tout cas, le fait d'être très élégant comme personnage, elle n'a pas été bien appréciée parce qu'on est cette Oui, place. c'est ça qui marque parce que lui, il est resté toujours à droite. Je ne pense pas d'avoir entendu un mot hors place. Non, non, tu l'as pas entendu, mais le journalisme, c'est très fatigant de le définir comme ça. Italien, sportif, c'est une catégorie hallucinante, quoi. Parce que tu passes toute l'année à dire que Fonseca n'est pas bon, à Sky, il risé, ah, bon, bienvenue, Miss. Maintenant, on va voir si ce sera la même chose avec Mourinho, mais je pense pas. Stéphane sur Fonseca? Mais je suis d'accord aussi. Moi, je trouve qu'il a fait un bon travail. Il a vraiment eu rien pour lui dans ces 2 années. Moi, j'étais très content qu'il soit prolongé et je me suis dit, voilà, il va pouvoir faire donc prolonger pour cette saison-là. Je me suis dit, voilà, il va pouvoir faire une saison avec un mercato où il aura choisi quelques joueurs, avec peut-être moins de blessés, un peu plus de stabilité. Et malheureusement, ben, le Covid continuant, donc c'était une saison déjà particulière. Et au final, ben, entre le nombre de blessures et tout ce qui s'est passé cette saison, c'était compliqué pour lui. Mais il a fait du bon travail avec la situation qu'il y avait actuellement. Et je ne sais pas si on aurait mis un autre entraîneur plus renommé à sa place, s'il aurait pu faire mieux, voire autant que lui. Donc non, je suis tout à fait d'accord. Je pense il va vite retrouver un bon club. Ça va être un bon entraîneur. J'aimerais bien qu'il continue en Italie. Je ne sais pas si Roberto a des sources, mais j'ai lu que la Fiorentina l'aimait bien. Donc, s'il pouvait continuer en Italie, je pense que ça serait une bonne chose. Voilà, après, il avait des défauts, la lecture du jeu. Je pense que les rapports avec Florenzi et Dzeko ont été assez mal gérés aussi. On lui a reproché son manque de personnalité. Quand on a apprécié son changement de système quand il est passé à 3 défenseurs, à un moment donné où tout le monde lui demandait de changer parce que ça n'allait plus. Et là, j'ai trouvé que peut-être il a mis du temps à rechanger quand le système à 3 ne fonctionnait plus en raison de toutes les blessures et tout ce qu'il y a eu. Donc voilà, il a eu des défauts, mais je pense que globalement, dans la situation où il a pris le club, il en ressent un travail très positif et il va laisser une bonne image à la Roma, je pense. Il a même fait des inventions, il en a cité quelques-unes, Stéphane, mais il y a aussi Mancini au milieu de terrain quand il n'avait pas de milieu. Mais il faut dire une autre chose sur la difficulté qu'il a eue. L'AS Roma, d'une façon très particulière, a eu des blessures sur les mêmes reparts de jeu. C'était les défenseurs centraux, c'était tous les défenseurs centraux. Et voilà, et donc Cristante au centre de la défense. C'était le rachat de Smalling, et voilà, Smalling n'a jamais eu autant de blessures comme cette année. Le rapport avec Dzeko, c'est assez correct, c'est différent avec Florenzi. Moi, j'espère que Florenzi peut jouer le plus loin possible de Rome. Il est réussi même dans le miracle de ne peut-être pas faire gagner le Scudetto, le championnat au Paris Saint-Germain. Peut-être qu'il a réussi à faire aussi ça. Donc, c'est pas sa faute, hein, il faut non, dire. c'est aussi sa faute parce que oui. Mais c'est un joueur, c'est pas la personne que je connais pas. C'est un joueur que j'aime pas parce qu'il s'est fait déplacer dans toutes les situations du terrain de jeu. Il n'est pas devenu un vrai latéral, un vrai attaquant, un vrai milieu. Il est devenu un bon joueur que tu sais pas à quoi y faire. C'est comme si tu as une bonne sauce, mais tu sais pas où la mettre parce que sur la viande ça va pas, sur le poisson ça va pas, sur la macédoine, sur la salade ça va pas. Et en tout cas, avec ses difficultés, il a très bien fait. Malheureusement pour toi, parce que moi, je ne veux pas le regarder en Italie, parce que je suis terriblement sensible à ceux qui ont entraîné à la Roma que j'ai bien aimé. C'est comme voir Rudy Garcia, qu'on a mentionné, dans la Fiorentina. Non, je n'aimerais pas, franchement. Et même avec De Rossi, ce sera compliqué de l'imaginer sur le banc des clubs italiens, mais je ne pense pas. Je sais qu'il devrait avoir déjà un accord. Donc, il n'est pas en train de chercher un club. C'est un homme intelligent, c'est 5 mois qu'il a compris qu'il n'aurait pas entraîné la Rome. Mais je pense que c'est Premier League, sa destination. Pas dans une des top 7, mais une assez ambitieuse. Et je crois que la Fiorentina a déjà choisi son prochain entraîneur. Bon, je te remercie, Roberto, parce que on te laisse partir avant de faire un petit point sur le site Amoroma de Stéphane. Et, Juste, merci.
Oui, dire vas-y. merci et peut-être juste eh bien, parler du David di Donatello, qui sont les Voilà, Oscars comme ça. italiens, puisque mi chiamo Francesco Totti, on en avait parlé en début de saison, après avoir vu le documentaire, l'excellent documentaire, qui a donc reçu ce David du meilleur documentaire réalisé par Alex Infacelli, Roberto. Ouais, c'est mon cousin, mais j'avais pas beaucoup de doutes qu'il aurait gagné ce David, parce que c'est très bien fait, parce qu'il y a le truc de Francesco qui est dedans, donc il y a, et c'est quand même très beau, même celui que virtuellement il est arrivé deuxième, quoi, parce qu'il était deux qui pouvaient gagner, c'était mi chiamo Francesco Totti et celui sur les Rossellini, qui était très bien fait, et il aurait peut-être mérité aussi le David, mais c'était compliqué pour eux. Sur ce qui concerne les David en général, c'est dur à dire parce que moi, je ne suis pas pour ces manifestations. Même l'Oscar, moi, je suis assez froid sur ça, même si ma famille, pour Alex, c'est le troisième. Parce qu'il a gagné pour le documentaire sur Kubrick, il a gagné pour Almost Blue en 98. Maman en a gagné 2. Mon grand-père a gagné 7. Mais je sais que mon frère, Luca, qui a écrit la screenplay d'un petit film, il tenait beaucoup à le prendre et il n'a pas réussi. Et je supportais plus lui que c'était la première fois que Alex, qu'il est habitué, il a sa collection maintenant, c'est 3. Bon, on souhaite, comment dire, une nouvelle David prochainement dans la famille. Alors, quand même, ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir et je peux vous raconter tranquillement que ma mère, les deux qu'il a gagnés, un pour Romance criminale et un pour un autre film, les a perdus tous les deux. Donc je ne vais même pas les avoir en hérédité, quoi. Un jour, c'est pas mon destin les David, quoi. Je suis bien content pour Francesco et pour Alex, pour Alessandro. Merci à vous, en tout cas. C'est Stéphane et c'était un grand plaisir de te connaître. Ben, de même, c'est un grand plaisir et merci à toi pour tous tes éclairages. C'était super intéressant. Ciao. 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 Ciao Roberto. À la prochaine. Sûrement. Et avant de s'intéresser à amoroma.fr, on va justement écouter Romain Rabal qui nous a envoyé une petite pensée. Tifosi de la Roma, auditeur de Calcio Espresso, j'espère que vous allez bien. Merci Cédric et Valentina de me laisser une légère brève dans votre émission. Alors je vais faire un rapide sur le bilan de Paulo Fonseca et de l'AS Roma sur ces 2 dernières saisons. Des regrets pour ma part, parce que je pense qu'il y avait possibilité, surtout cette seconde saison, de faire un résultat, que ce soit dans le championnat, que ce soit en Europa League et aussi en Coppa Italia, parce que là aussi il y a énormément de regrets. Alors sur le championnat, eh bien, malheureusement, une Roma qui très bonne en première partie de saison, qui bat les petits avec brio, des accrochages et des défaites face aux gros. Donc là, le style Fonseca pose problème, surtout qu'en plus de ça, il a voulu tenter entre la saison dernière et cette saison une nouvelle tactique avec une défense à 3 qui porte ses fruits contre les petites équipes, mais qui malheureusement ne fonctionne pas contre les grosses écuries. Après, ça s'est vu au fur et à mesure de la saison, et ben là, même les petites équipes ont compris le jeu de Fonseca. Donc Fonseca, qui pour ma part n'est pas un homme de championnat, mais qui est un homme d'Europe dans des matchs où le jeu est beaucoup plus ouvert, où les équipes viennent pour prendre des buts et où les équipes ne se rencontrent pas, du coup, tous les week-ends. Donc c'est pour moi, Paulo Fonseca est un entraîneur d'Europe. Non pas que je dis ça, mais parce qu'en fait au Shakhtar, il a réussi avec brio. Mais bon, c'est le Shakhtar. Hein. Derrière, il n'y a pas forcément d'énormes écuries qui suivent. Ensuite, en Europe, il arrive la première année avec encore sous l'égide de James Pallotta, l'ancien président. Malheureusement, Fonseca a un peu le pantin pour ma part, parce qu'en fait, il arrive clairement pas au mauvais timing. Le président, lui, dans sa tête, il a des envies de vendre, de partir. Du coup, Fonseca est là pour une reconstruction, mais c'est une pseudo-reconstruction, parce que en fait, des nouveaux actionnaires arrivent donc du coup l'été dernier, et eux, ils ont d'autres priorités, d'autres envies. Il faut réinjecter de l'argent, et Fonseca, du coup, n'est plus une priorité. Ensuite, du coup, il y a le style Fonseca qui est européen. On a bien vu en Europa League avec une équipe beaucoup plus hargneuse, avec beaucoup plus d'envie,
beaucoup de chance également. Mais voilà, pour moi, il y avait possibilité, je pense, cette année d'aller en finale. Des regrets, parce que malheureusement, on a aussi une équipe avec beaucoup de joueurs blessés, de joueurs qui sont fatigués. L'enchaînement des matchs, même si ce sont des professionnels, c'est très compliqué pour eux. On n'a pas un banc vraiment étoffé. Du coup, eh bien, malheureusement, on en est là aujourd'hui, même à l'heure actuelle, le championnat n'est pas terminé, et qu'on est obligé de faire jouer des jeunes de Primavera parce que malheureusement notre banc est totalement vide. Voilà, il n'y a personne derrière malheureusement pour suivre. Donc du coup, le championnat pour ma part est énormément un regret parce qu'on est dans les 3 premiers encore à la Noël. Donc Fonseca malheureusement n'a pas tenu les engagements, voilà, parce que c'était de retrouver la Ligue des Champions. Donc c'est vrai qu'il y a en championnat, il y a eu des gros soucis au niveau aussi de la tactique où Fonseca est trop prévisible. Il n'arrive pas à s'adapter, il n'arrive pas à changer son jeu, il a du mal à faire des changements de dernière minute. Donc c'est malheureusement, ça prouve bien, voilà, en Europa League des regrets parce qu'en fait ce match contre Manchester, c'est la deuxième mi-temps qui nous fait défaut. Et je pense aussi qu'à l'entraînement, ils avaient bâti, à mon avis, un système de jeu. Et quand tu perds Jordan Verretou, Leonardo Spinazzola et ton gardien, en une mi-temps, je pense que voilà, ils se sont tous sentis perdus, désarmés. Après, ils ont quand même tenu le coup jusqu'à la fin de la première mi-temps, sur le match aller, bien sûr. Mais bon, après, Manchester est une machine, donc du coup, ils ont pu enchaîner. Mais sur le match retour, on a bien vu que la Roma avait de la hargne, de l'envie avec cette victoire. Du coup, des regrets pour ma part aussi au niveau européen, parce que ça aurait été magnifique de voir la Roma dans une finale d'Europa League et pourquoi pas s'en sortir fièrement en brandissant peut-être finalement un trophée et arriver pourquoi pas en Ligue des Champions l'année prochaine. Mais bon, ceci malheureusement n'est qu'un rêve, ça n'arrivera pas. La Coppa Italia, qui est également aussi un regret parce que perdre lamentablement contre une équipe de Spezia avec cette équipe là qui n'a pas d'envie, qui se laisse malmener, voilà, ce sont encore également des regrets tout au long de la saison malgré les montagnes russes. Voilà, l'AS Roma c'est une montagne russe. Si on est supporter de l'AS Roma, il faut savoir souffrir et apprécier les bons moments. Concernant la nouvelle arrivée de José Mourinho à la tête de la Roma, en tant qu'entraîneur, c'est une très très bonne chose. Déjà, on a bien vu que rien que son nom a eu un effet d'une bombe. Au moins en 10 minutes, la Roma est devenue en top tendance dans le monde et a également aussi explosé en bourse. Donc du coup, on voit bien l'effet Mourinho qui, j'espère, apportera tout son crédit et son expérience pour la Roma et on espère éventuellement qui nous fera remporter des titres. Voici du coup un léger petit bilan pour ma part. Merci de m'avoir invité. J'espère faire une émission très prochainement avec vous. Et je vous souhaite à tous une bonne scène de championnat et à très vite. Ciao. Et Romain, donc, que vous pouvez retrouver sur YouTube pour des contenus qui sont liés à amoroma.fr de Stéphane. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ce blog et qui va bien au-delà avec ces contenus autour du club Giallorosso? Le projet à la base, c'était vraiment de faire découvrir la Roma, mais dans son intégralité, depuis Rome. Le but au départ n'était pas de faire de la traduction de journaux ou de news, c'était pas de faire de l'information qui se fait très bien sur les réseaux sociaux, mais c'était vraiment d'aller à des événements sur le Roma Store, de voir des entraînements ouverts au public, d'aller voir des matchs féminins et de partager tout ça avec les francophones. Quand le site a ouvert, il y avait un autre site qui était cesololaroma.org, qui lui faisait que de l'actualité depuis la France. Et en fait, ce site a fermé 6 mois plus tard. Et donc, Amoroma a continué et on s'est rattaché avec les groupes Facebook et Twitter qui étaient déjà existants. Et donc, aujourd'hui, on a un réseau assez complet puisque le Facebook fait plus de 600 000 abonnés, le Twitter fait 26 000 abonnés, le Instagram commence juste, il y a la chaîne YouTube avec Raval et le site, donc le blog qui fonctionne très bien. Toute une petite équipe derrière ça, donc que des amateurs qui travaillent là-dessus. Et ça nous permet de faire profiter aux francophones. Et on se rend compte que c'est vraiment très large parce qu'on touche beaucoup de monde, des Canadiens, des Québécois, beaucoup l'Afrique, un petit peu en Asie aussi, tout ce qui est Belgique, Suisse. Ça, c'était le but premier. Et dans un même temps, l'idée que j'avais, c'était de pouvoir aussi accueillir les gens à Rome. Donc les gens qui viennent pour un week-end voir un match,
c'était de pouvoir les accueillir, les guider sur Rome, etc. J'ai eu la chance de pouvoir avoir une réunion avec le directeur des partenariats de la Roma. Et en fait, on est en train de monter, nous, de notre côté, un mot Roma Tour pour faire découvrir la ville sous un œil de la Roma et des choses dans Rome. Et on va peut-être pouvoir travailler directement avec la Roma sur certains projets là-dessus. Donc, c'est encore en phase de C'est discussion. génial, ça. Mais voilà, donc il y a C'est des vraiment opportunités. intéressant. Voilà, les opportunités qui se créent. Donc, l'amour Roma Tour va se mettre en place assez rapidement, on travaille dessus. Et donc, voilà, on va essayer de développer pour que les supporters qui viennent de n'importe où, même tout seuls voir un match, puissent se fondre dans l'ambiance romaine avec les tifosi, avec d'autres personnes et découvrir tout ce qui est le street art sur la Roma, le quartier de Garbatella, enfin voilà, toute la richesse qui peut y avoir ici. Voilà, il y a toute une équipe. Sûrement, on va y revenir sur ces projets. Je pense qu'on pourrait même consacrer un podcast pour parler quand il sera prêt. Voilà. Ouais, ben Je avec, pense, Cédric. Effectivement, début de saison prochaine, c'est l'objectif, parce que peut-être avec la levée des restrictions, et on espère un retour, un tourisme un peu plus normal pendant l'été. nous, le projet est en cours de finition. Donc, c'est le projet que je fais avec ma femme qui était dans le tourisme en France. Ça va être un portail qui va regrouper aussi bien des choses qui concernent la Roma, donc des tours spécifiques à la Roma, de la billetterie pour le stade. On devrait pouvoir vendre des billets directement depuis le site en partenariat avec la Roma, mais on va aussi élargir avec tout ce qui est les visites guidées touristiques sur Rome, les tours en vélo. Enfin, voilà, ça va être un portail qui devrait permettre aux gens qui viennent à Rome d'avoir un panel assez riche sur la Roma et sur le reste. Donc, c'est quelque chose qui va se mettre assez rapidement en place cet été pour que justement en septembre, si les stades réouvrent, on soit vraiment prêt et on puisse travailler correctement là-dessus. Et on devrait même, pareil, je l'annonce, mais c'est pas encore sûr, on devrait même avoir une accréditation par la Roma pour pouvoir assister au match en tribune presse et pouvoir travailler directement depuis la tribune presse pour les articles, etc. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose qui met en place. On a l'impression que la Roma est très ouverte par rapport à ça. Il y a eu un bon contact. Donc voilà, on va voir ce qui est possible de mettre en place pour faire grandir cette communauté et proposer toujours plus de contenu et plus de choses aux francophones qui suivent la Roma. Mais d'ailleurs, c'est beau de voir ce lien avec la Roma. D'ailleurs, c'est le seul club, si je ne me trompe pas, par exemple, à avoir un compte Twitter en français officiel. Donc, on voit qu'ils sont ouverts aux diverses communautés, alors qu'il y a des clubs comme l'Atalanta, par exemple, qui n'a que son compte officiel, qui est pour ouvert vers l'étranger. La Lazio, on a eu l'occasion d'en reparler dans un podcast aussi, qui n'est pas ouvert même sur le marché anglais. Donc, c'est vrai qu'on voit que la Roma là-dessus est ouverte sur ses tifosi un petit peu toutes les langues, aussi le français. Oui, puis c'est peut-être aussi une nouvelle direction qui fait avancer les choses parce que jusqu'à présent, le site officiel est disponible en italien, en anglais, en arabe et en indonésien. Donc, il n'y a pas de français, il n'y a pas d'espagnol pour le moment. Et apparemment, c'est quelque chose qui... C'est des langues qui n'intéressaient pas jusqu'à maintenant. Et là, ils sont en train de se développer, de vouloir élargir un petit peu tout ça. Donc oui, je pense qu'ils sont ouverts à ça et ils vont se développer sur d'autres langues pour toucher un public plus large, ce qui est normal. Donc voilà, nous, on est là. S'il y a moyen de travailler avec eux et si on peut les aider et faire quelque chose, on est open. Mais voilà, ils sont assez ouverts et assez disponibles. Donc ça nous motive pour continuer sur cette voie et pour envisager le futur. Parfait, on aura effectivement l'occasion d'y revenir. Je pense, Valentina, ça peut mériter Avec aussi, plaisir. toi qui connais bien en plus la ville de Rome, il y aurait de quoi faire un beau Je suis, contenu autour de ça. mais c'est par hasard. Super, avec plaisir aussi, ça sera un plaisir. Et donc, on va passer à la fin de cette podcast, Cédric, parce que voilà, c'était long, mais très intéressant, cet éclairage sous Mourinho et clairement aussi sous un petit passage sous Fonseca. Effectivement, on remercie Roberto Infacelli qui est parti il y a juste quelques minutes, journaliste chez Teleradio Stereo, qui est vraiment une radio axée sur l'AS Roma et qui a aussi sa version en télévision. Puis on remercie Stéphane d'amoroma.fr. Stéphane Audi, merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. J'ai passé un très bon moment et c'était très bien. Merci. Et puis nous, Valentina, eh bien il est temps de clore ce 33e numéro de la saison, déjà. Ça passe vite. Et oui, bientôt la fin de la saison, bientôt l'Euro avec le premier match à Rome d'ailleurs, le 11 juin.
avec ce Turquie-Italie. Mais vous pouvez nous retrouver sur calcioespresso.com, nous écrire sur contact@calcioespresso.com pour vos réactions, propositions, partenariats. Et vous pouvez retrouver tout notre catalogue sur les principales plateformes comme AudioMins ou encore Spotify, Deezer, Google Podcast, Amazon, Apple Podcast, YouTube. On est un petit peu partout. Si vous voulez soutenir Calcio Espresso et contribuer à son développement, vous pouvez vous abonner sur Patreon. Si vous souhaitez faire partie de l'aventure, les liens sont sur notre site et les réseaux sociaux où vous pouvez aussi nous poser des questions. Réagissez sur Twitter, Facebook, Telegram, Instagram. Vous pouvez clairement nous écouter comme chaque semaine sur Radio Grande Air et Radio Italiana Vera les vendredis à 18h et les dimanches à 11h. La musique derrière nous est Janice de The Break. Ciao! Ciao!